Il est un pays où se marient une multitude de régions, de terroirs. Il y a une telle diversité de belles choses que l'on ne sait à quel endroit s'y arrêter. Un fleuve sauvage le traverse, une immense forêt s'y étend et des gens sont prêts à vous faire découvrir ses plus beaux attraits. Ce pays, c'est le Loiret. Ce pays est une diversité de terroirs, où la vie des gens est étroitement liée au passé historique du département et aux vicissitudes de son fleuve, la Loire. Vous pourrez y traverser le Val de Loire, parsemé de ses châteaux, la Beauce, grenier de la France, le Gâtinais et la Puisaye, pays de saveurs et de découvertes fluviales. Et enfin, la Sologne, pays de chasse et de balades. Autour d'Orléans, il y a une variété de terroirs qui tous ont un caractère très particulier, très spécifique et qui surtout offrent de merveilleuses idées et de merveilleuses possibilités de promenade. Et notamment dans les décors boisés, car le bois, la forêt invitent au rêve, invitent à la découverte. Et par le hasard, par le détour d'une promenade, d'une balade, on peut découvrir encore et on peut reconstituer ce qui devait être la vie d'autrefois dans ces massifs forestiers. Il ne faut pas oublier que la forêt domaniale d'Orléans est la plus grande forêt domaniale de France. Il est possible de rencontrer des descendants de ces gens-là, des enfants, et peut-être même encore des anciens bûcherons qui vous raconteront comment ils vivaient lorsqu'ils étaient jeunes, ou entre les deux guerres, ou aussitôt après la guerre. Ils pourront vous raconter comment ils cuisaient, c'était le terme, comment ils cuisaient le charbon de bois. Dans ce grand massif forestier, vous pourrez vous promener par le moyen que bon vous semble et profiter ainsi de tous ses atouts naturels. La Sologne et la forêt d'Orléans ont vécu l'histoire de France. C'est en été 1944 que l'on voit se développer le maquis. En vous promenant dans ces forêts, à travers les maisons à thème, vous voyagez dans l'histoire de ce pays. On dit que les moulins à vent nous seraient venus des croisades. Et il y a en Beauce des moulins à vent qui sont contemporains de Jeanne d'Arc. J'en connais un. Les moulins, ce sont les témoins de ces époques-là, c'est vrai. Toutes ces grandes balades en forêt vous conduiront naturellement à la découverte d'espaces naturels préservés. Ici, en Sologne, au domaine du Ciran, avec un peu de patience, c'est la faune sauvage que vous pourrez observer. Dans d'autres lieux, c'est une végétation luxuriante et parfois inattendue qui vous attend. Alors vous êtes au cœur du massif d'Ingrande, qui est le principal massif de la forêt d'Orléans. Alors les grandes collections sont les bruyères, évidemment, bien que le nom de les grandes bruyères est le lieu-dit du cadastre, tout simplement, parce qu'il y a beaucoup de bruyères dans la forêt d'Orléans. Puis il y a une très belle collection de cornouillers. Alors les cornouillers sont des arbres, vous en avez tout autour de vous, là. Les cornouillers d'Amérique et de Chine, ce que les Américains appellent le dogwood, ce qui ne veut pas d'ailleurs dire bois de chien, enfin. Ici, vous pouvez prendre n'importe quelle plate-bande et vous en inspirer et rentrer chez vous, vous dire, je pourrais planter une bruyère comme ça, un magnolia comme ci. Alors, sur le département du Loiret, vous avez un très grand arboretum national qui est celui des Barres, qui a été créé par la famille Villemorin, bien connue, en 1820, donc c'est très ancien. Donc, pour voir de très beaux arbres, ça a plus de 30 hectares. Les Barres, c'est mondialement connu aujourd'hui. Là, M. Paris, ça fait une collection de houx, qui est la collection nationale française de houx d'ailleurs. Il a aménagé cet endroit, ces endroits merveilleux qui étaient des potagers peut-être, au XVIIe siècle. Il a récupéré ces bandes de terre entre des bandes d'eau, c'est ravissant. Hein.
Il y a dans le Loiret le château des pêcheurs, à côté des bars. Il y a un très beau potager du 17e ou 18e au château des pêcheurs. C'est un joli château sur l'eau. C'est pour ça qu'il s'appelle le château des pêcheurs. Après avoir voyagé dans le parc du château de la Bussière, vous retrouvez dans le département de nombreux châteaux riches en histoire et en événements. Celui de Malesherbes a subi de nombreuses transformations depuis le Moyen-Âge. Proche de Paris, des rois de France sont venus jusqu'à lui afin de profiter de son grand parc et de sa vaste demeure. Monsieur François de Balzac d'Entragues, que l'on retrouve dans cette chapelle, fut condamné à l'exil en son château pour avoir comploté contre son roi Henri IV. Mais d'autres destins sont venus ici. Chateaubriand venait souvent rendre visite à ses neveux qui habitaient alors ce pavillon élevé sous Louis XV. À Chevilly, vous pourrez faire le tour des 5 continents en vous promenant dans les jardins. Toutes ces statues vous y emmèneront. Dans ce magnifique château de Chamerolles, construit par Lancelot du Lac, gouverneur d'Orléans, se cache, outre un superbe jardin Renaissance, une très belle collection de flacons de parfums et de tout un monde de senteurs. Autre château, autre découverte. À Pontchevron, à la fin du 19e, lorsque le comte d'Harcourt fit construire son château, ils découvrirent dans le marécage avoisinant de superbes mosaïques gallo-romaines datant du IIe siècle. Il fallut attendre les années 60 pour que l'on puisse les admirer dans toute leur splendeur. L'époque gallo-romaine reste une époque qui nous a laissé de nombreux vestiges, comme les arènes de Montbouy. À Sceaux du Gâtinais se trouvait une ville de 70 000 âmes et un très important centre cultuel. Les jeunes filles, pour trouver un mari, elles venaient ici, elles achetaient dans les boutiques, comme à Lourdes, si vous voulez, des petites Vénus, elles jetaient en faisant un vœu pour pouvoir trouver un mari d'abord et avoir des enfants. Nous avons retrouvé dans un nymphet un ex-voto, un marbre de 63 cm de diamètre pour la guérison d'un militaire de César. Sur un autre site, celui de Neuvy-en-Sullias, toute une collection de bronzes gallo-romains a été découverte. Un cheval porte une inscription gravée sur le devant du socle dédiée à Rudiobus, dieu cheval, qui était probablement une variante du Mars celtique. Notre voyage dans le temps se poursuit jusqu'au Xe siècle. Du haut de ces remparts du château de Yèvres, c'est 5 siècles de résistance à l'invasion ennemie qui vous seront racontés. La défense de ces forteresses médiévales était assurée par d'énormes machines de guerre, encore en service aujourd'hui au château de Saint-Brisson-sur-Loire, pour défendre la réputation du Giennois. Tirez! 2, 1, tirez! Dans ce château familial de la Ferté-Saint-Aubin, la découverte se trouve enfouie dans les cuisines. On y pratique encore la cuisine à l'ancienne, plus particulièrement la pâtisserie. Bonjour Germaine. Bonjour. Je vous apporte des œufs. Comment ne pas évoquer l'art culinaire quand on se promène dans un tel pays? Outre les spécialités de la région, c'est avant tout les produits du terroir qu'il faut découvrir. Dans la grande partie du Loiret, c'est le perdreau, le lièvre. Et puis plus spécifiquement dans les parties boisées, ce sont les cervidés, sangliers, chevreuils, qui sont plus réservés, disons, à la partie sud du Loiret. Le Gâtinais est un peu spécialisé pour ses volailles, pour son miel, Pithiviers pour le safran.
Bien sûr, en descendant vers le sud de la Sologne, avec son gibier, le Val-de-Loire avec ses asperges. Dans le Val-de-Loire, les fruits et légumes se partagent la vedette avec les spécialités charcutières comme l'andouille de Jargeau. N'oublions pas que le vin de l'Orléanais et le vin du Giennois sont aussi un grand apport de ce terroir. En fonction des sols, on a des différences de goût assez importantes, hein. J'ai des collègues qui travaillent sur des sols calcaires. Ici, on est sur des argiles à silex, donc on n'a pas du tout les mêmes types de vins. Il y en a qui sont plus lourds, d'autres plus légers, un peu plus vifs, un peu plus aromatiques, tout dépend. Ça. Et puis le millésime aussi entre en compte pour une bonne partie. Alors pour conclure après un dessert, bon, l'alcool qui vient tout de suite à l'esprit, c'est la poire d'Olivet. Vous savez qu'Olivet produisait beaucoup de poire et ensuite ils sont venus à la distiller. Ils ont fait l'alcool blanc de fruits qui est assez réputé, qui est même excellent. La gourmandise est un vilain défaut, disent certains. Mais devant l'abondance de tant de bonnes choses, comment ne pas se laisser tenter? Dans le département du Loiret, le miel est quelque chose d'important, surtout pour tout l'est du Loiret, tout le nord-est du Loiret, le Gâtinais, que le Loiret partage avec 3 autres départements, l'Yonne, la Seine-et-Marne et l'Essonne. Le Gâtinais a associé sa notoriété depuis très longtemps au miel. C'est souvent au petit déjeuner qu'on consomme le plus de miel, en tartines, pour sucrer des boissons chaudes. Et puis aussi, il y a toute une gastronomie qui s'est élaborée à base du miel. Bien sûr, on pense au pain d'épices. Moi, je vais vous donner un petit conseil. Par exemple, casser des noix dans du miel, ajouter un peu de fromage blanc, quelques mûres, quelques framboises, c'est excellent. Ce sont des vieilles recettes comme celle qui se fait plus au sud du nougat, le nougat au miel avec les amandes. Et là, ça nous rapproche d'une autre spécialité du Loiret, qui est la praline de Montargis. Natif de Montargis, Giraudet, élève du peintre David, a donné son nom au musée à dominante néoclassique. Il y a d'autres artistes présents dans ce pays. Les comédiens du théâtre forain, que l'on retrouve ici au musée d'Artenay, venaient donner leur spectacle dans les campagnes avoisinantes il y a encore quelques années. En vous promenant d'un musée à l'autre, vous découvrirez des trésors cachés. Les objets que j'ai ici sont des objets Canaques qui ont été ramenés par l'amiral Gourdon lors de son périple dans le Pacifique au début du siècle. Et ce sont des objets très intéressants. C'est un réceptacle à os qui est construit avec un fond de pirogue pour garder le rite ancien, des pirogues, dans lequel on met le corps des ancêtres, et des poteaux de casse qui ont été désacralisés par un coup de hache sur les côtés. Le tout est recouvert de tapas, et à l'intérieur, il y a un corps décharné. C'est une collection de faïences de l'époque révolutionnaire, puisqu'il y a toute une série de l'époque de la Révolution avec tous les symboles de l'époque. Et il y a en particulier une série de plats à barbe qui sont très amusants, puisqu'il y a des orthographes qui est assez symbolique, dirons-nous. Nous avons la collection la plus importante de poterie de Nibel, qui m'a été donnée par la dernière potière de Nibel. Et l'intérêt de cette collection, c'est que dans toutes nos fermes, dans toutes nos campagnes, même certainement en ville, tout le monde avait cette céramique chez eux. Lors des mariages, en particulier, on allait à la fin du mariage, tous au château de Nibel, du Hallier, acheter la vaisselle, et on donnait en prime, en jouet, ce style de petit sifflet, qui d'ailleurs ressemble à des sifflets qu'on trouve aussi au Guatemala. À Nibel, il y avait une grosse construction de tuiles. Tout Pithiviers était autrefois couvert en tuiles. Et le château de Bellegarde même était entièrement pavé en petits carrés de 10-10. Et il y a eu 50 000 ou 60 000 carreaux qui ont été commandés par une reine de France. Et c'est des petits carreaux vernissés que malheureusement on ne retrouve que dans quelques greniers de Pithiviers. Une dernière visite à l'exposition rétrospective des chemins de fer et vous embarquerez dans le petit train à vapeur historique de Pithiviers.
empruntant ce moyen de locomotion du siècle dernier, vous n'ignorerez pas qu'il existait à l'époque un autre moyen pour voyager dans ce pays, la Loire. Longtemps, ça a été quand même la principale voie du royaume pour transporter les marchandises et le Loiret, entre autres, puisque Orléans représentait le premier port, le port de Paris. Et on naviguait sur la Loire aussi bien à la descente qu'à la remonte, bien sûr à la voile, et jusqu'à l'avènement du chemin de fer, donc jusqu'au siècle dernier. Et cette Loire aujourd'hui, eh bien effectivement, jouit, je dirais, pas seulement d'une réputation, mais jouit surtout de paysages assez exceptionnels. On a donc une richesse forte, très forte, que ce soit au niveau de la faune, que ce soit donc au niveau des oiseaux. Ça va du balbuzard pêcheur qu'on a en forêt d'Orléans et qu'on retrouve tout près de Sully-sur-Loire, au sterne. Bon, à côté de ça, il y a une pratique, il y a diverses pratiques autour de la Loire. Alors, il y a d'abord des musées. Là, on va rester sur la notion d'une Loire un petit peu passée. Différents musées qui expliquent ce qu'était la marine de Loire. Il y a un musée sur la chasse, sur la pêche, qui sont des choses qui nous ramènent avec le musée des pêcheurs à la Bussière, le musée de la chasse donc à Gien. Et puis à côté de ça, donc, il y a effectivement tout ce qui est possible de faire pour la pratiquer. Alors la pratiquer, c'est le canoë-kayak, qui, je crois, est le moyen le plus souple, le plus adapté, le plus organisé aujourd'hui pour aller sur l'eau, sur la Loire, d'un bout à l'autre de la Loire. Profiter de la Loire, c'est aussi aller sur des sites aménagés et prendre du bon temps. Ou encore, visiter des musées qui vous feront revivre l'époque de la marine de Loire, comme celui de Châteauneuf-sur-Loire. Outre donc les possibilités de navigation, c'est aussi tous les sentiers de baliser, les possibilités que les levées offrent, les petits chemins en bord de Loire. Donc on peut effectivement aller à la découverte de la Loire sans encadrement, vraiment en étant libre, le nez au vent, en partant en VTT, et là où en vélo, on peut suivre effectivement à travers tous les petits chemins et rattraper d'un village à un autre, donc tout le bord de Loire. La Loire fut aussi la route des enseignements et de la culture. Et l'on retrouve tout au long de ses rivages les témoignages d'une vie religieuse importante et encore belle et bien vivante. L'abbaye de Saint-Benoît-sur-Loire est restée l'une des très rares abbatiales des XIe et XIIe siècles à retenir encore de l'office divin chanté par des bénédictins. Nommé abbé de Fleury par Charlemagne, Théodulphe, brillant poète catalan, fit construire vers 806 une vaste villa près de son abbaye, à Germigny-des-Prés, où s'élève encore le célèbre oratoire. C'est dans la basilique de Cléry, un des meilleurs exemples de l'architecture gothique flamboyante en Val-de-Loire, que Louis XI repose. Autre lieu fréquenté par les contemporains de Louis XI, Ferrières-en-Gâtinais. Cette abbaye fut le lieu de couronnement de plusieurs rois de France. L'évocation religieuse nous amène naturellement à parler d'un fondeur de cloches résidant sur les bords de Loire. Avant d'être installé à Orléans, ou à Saint-Jean-de-Bray exactement, depuis 1838, on était fondeur ambulant. On allait de village en village fondre et couler les cloches sur place, parce que le problème au fondeur, c'était le transport de la cloche.
Donc il fabriquait son four, sa fosse, et il faisait le moule. Il restait 2-3 mois au même endroit pour faire les cloches du village où il travaillait, et sûrement des villages environnants où le transport ne se posait pas de problème, donc ça lui était facile d'en faire peut-être plusieurs au même endroit. Je représente la 8e génération, et ça a toujours été de père en fils. Les faïences de Gien jouissent d'une réputation internationale de par ses créations dans la grande tradition italienne, mais aussi dans la réalisation de pièces monumentales. Autre personnage célèbre du Val-de-Loire, Oscar Rotti. Il fut le graveur auquel nous devons la monnaie d'argent du XXe siècle, connue sous le nom de la semeuse. Une espèce de machine avec une vis, et puis tu avais 2 gros contrepoids, puis tu balançais ça. Alors ça prenait de l'élan, ça descendait en tournant. Une famille fort connue pour ses travaux scientifiques sur la radiation est native du Loiret. L'histoire de la famille Becquerel est présente au musée de Châtillon-Coligny. Ce qui fait aussi la renommée de Briard, ce sont ses émaux. Au XIXe siècle, l'ingénieur Batros les fit entrer dans l'ère industrielle. Autre lieu de découverte empreint d'un passé glorieux, les canaux qui sillonnent ce pays. Maintenant, il est vrai que la plaisance a remplacé le commerce et qu'il fait bon se promener sur les chemins de halage. Au gré des promenades fluviales, du canal de Briard au canal du Loing, en passant par le canal d'Orléans, vous traverserez Montargis, la Venise du Gâtinais. Vous traverserez la Loire sur l'unique ouvrage de ce genre, le pont-canal de Briard. Construit avec la participation de Gustave Eiffel pour relier le canal latéral à la Loire au canal de Briard, cet ouvrage de 662 mètres de long poursuit l'idée des bâtisseurs des canaux de relier Paris pour son approvisionnement. Si les voyages au long cours vous tentent, rendez-vous est pris au port de Plaisance pour un embarquement immédiat sur les vedettes fluviales. Par contre, si le plaisir de se laisser guider est le vôtre, vous voyagerez sur de longues péniches, d'écluse en écluse, en savourant les paysages qui vous seront offerts. La Loire conduit toujours notre voyage en nous entraînant encore une fois vers un passé somptueux qui a su se mettre au goût du jour. Un festival de musique aussi prestigieux ne pouvait que se dérouler dans un cadre tout aussi prestigieux, le château de Sully-sur-Loire. Ancienne résidence des évêques d'Orléans, le château de Meun-sur-Loire vous accueillera dans son parc pour un spectacle nocturne. Pays de spectacles et de musique, vous pourrez durant toute la saison estivale profiter d'une grande variété de sons et lumières et de festivals musicaux. À savoir que dans notre bonne cité d'Orléans, contre espèce sonnant, un âne peut obtenir licence. Notre promenade au fil de l'eau et au fil de la forêt nous entraîne naturellement vers Orléans, une ville marquée par la présence de la Loire et de Jeanne d'Arc. De par votre voyage dans les rues, vous découvrirez des bâtisses du XVIe siècle comme l'hôtel Cabu, qui abrite le musée historique et archéologique, où se trouve le trésor de Neuvy-en-Sullias, et l'hôtel Groslot, qui lui abrite depuis 1790
l'hôtel de ville. Face à cette splendide demeure se dresse la majestueuse cathédrale Sainte-Croix, chef-d'œuvre du gothique. Cette ville a su aussi évoluer avec son temps. Elle vous proposera de voyager du 15e au 20e siècle dans l'art européen, juste en passant par son musée des beaux-arts, et de voyager dans le temps en gravissant les étages du musée des sciences naturelles. Après avoir apprécié la tranquillité d'un green de golf, un autre voyage vous attend. Vous allez pouvoir faire le tour de France en restant dans ce pays. Au Géodrome, on vous propose de découvrir l'histoire géologique de la France sur environ 2 milliards d'années. Département fleuri par excellence, le parc floral de la Source est la vitrine vivante des horticulteurs du Val-de-Loire. À travers votre balade, vous serez surpris de rencontrer une variété d'animaux peu communes sous nos climats. C'est dans cet espace de verdure protégée que naît le cours d'eau qui a donné son nom au département, le Loiret. Petite rivière de 12 km, résurgence de la Loire, elle prend naissance au cœur du parc. Sur ses berges, les moulins à eau et les cabanes à barques font le bonheur des promeneurs. Ce pays est un habile mélange de terroir, de valeurs. La Loire a guidé son destin et a su jouer de son caractère pour embellir son paysage. Venez dans ce département. N'hésitez pas à écouter les gens et à regarder autour de vous, car bien des légendes courent encore dans ce beau pays boisé. Dans tous les pays de bois, où il ne faisait pas toujours bon vivre et où on avait peur, la peur était quotidienne bien souvent, les légendes naissaient. Alors ces légendes que l'on trouve ici, que l'on trouve là, dans tel hameau, à l'ombre de tel clocher, à l'ombre de tel moulin, se réfèrent bien souvent à des histoires de loups, car il y avait des loups. Et quand on avait l'imagination un petit peu fertile, à travers le loup, on voyait le lycanthrope, le loup-garou. Alors tout cela, ça reste, ça plane, ça vagabonde encore dans les fourrés.